Et l'invité de Paris Direct est ce matin, Teina Tervonen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de Au pays des disparus. Dans votre livre, vous racontez l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont tenté de gagner l'Europe, mais qui n'y sont pas parvenus, qui se sont noyés en Méditerranée, dont les corps ont fini échoués sur les plages italiennes ou encore grecques. Vous avez essayé de retracer leur parcours, leurs histoires, afin de les humaniser. Pour cela, vous avez emprunté le même chemin qu'eux, mais vous avez décidé de le faire dans le sens inverse, en passant par l'Italie, la Grèce, le Niger, le Sénégal. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez eu besoin d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Je pense qu'on est tous habitués à voir ces chiffres de disparus en Méditerranée depuis des années. Ça fait des années qu'on voit ces chiffres apparaître, on n'y fait plus attention. Moi, j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière ces chiffres, parce que derrière chaque chiffre, derrière chaque numéro, il y a un corps, il y a un mort, un disparu, et derrière chaque mort, il y a d'autres vies qui sont là, qui sont restées. Ce sont les parents, les enfants, les époux, les épouses de ces personnes. Et notamment, tout est parti de ce 15 avril 2015, avec ce chalutier qui échoue, enfin ce petit bateau bleu qui a échoué sur les plages italiennes. Le 18 avril 2015, donc c'est un chalutier d'une vingtaine de mètres, donc très petit, avec plus de 800 personnes à bord. À cette époque-là, on parle de 800 personnes. Aujourd'hui, on parle plutôt de 1000 à 1100 personnes. Donc vous imaginez l'entassement à l'intérieur de ce petit chalutier qui échoue dans les eaux internationales. Vous en parlez d'ailleurs de cet entassement. Vous pouvez nous rappeler justement les chiffres qui sont d'ailleurs évoqués par les pompiers ? Oui, les pompiers ensuite qui ont travaillé sur ce chalutier, dont l'épave a été renflouée et remontée par une décision du gouvernement italien, ont fait des statistiques sur le nombre de corps ou de restes humains qu'ils ont retrouvés dans la cale notamment, où la concentration par mètre carré était de plus de 5 personnes. Donc vous imaginez ce que ça fait, 5 personnes par mètre carré. Imaginez-vous dans un métro bondé parisien. C'est un métro bondé parisien. Voilà, c'est à quoi ça correspond. Et si une des personnes doit être assise, les autres doivent s'asseoir sur elle. Ça vous donne une idée de l'entassement qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau. Alors, vous vous êtes fixé une règle, ne jamais écrire le mot « migrant » dans ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui aujourd'hui anonymise complètement les personnes qui sont sur la route, qui essayent de venir en Europe, qui traversent l'Afrique pour essayer ensuite d'arriver en Libye et de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. C'est un mot où on ne voit plus les personnes. On voit des images, les images qu'on voit d'ailleurs là, qui sont des bateaux avec des personnes, des corps noirs souvent, qui sont à l'intérieur de ce bateau. Mais on ne voit plus du tout les personnes qui sont derrière, leurs visages, leurs histoires. Donc moi, je voulais me démarquer de ce mot-là qui, aujourd'hui, pour des lecteurs occidentaux, évoque ces images-là qu'on connaît tous par cœur et qu'on n'arrive même plus à regarder. On n'arrive plus à regarder les visages qu'il y a derrière de ce mot-là. Alors, vous êtes parti d'un objet qui a été retrouvé. Il faut dire que la plupart de ces personnes que l'on retrouve noyées, souvent, elles n'ont pas leur papier d'identité. Alors, ces objets sont recueillis, notamment par la morgue, par les médecins légistes. Et vous êtes parti d'un téléphone, un téléphone Nokia jaune de PM 390047. Oui, PM 390047, c'est le nom de code qu'on a donné à ce corps-là. PM pour post-mortem. PM pour post-mortem, oui. Et sur ce corps, dans une poche, on a retrouvé ce téléphone. Moi, j'ai choisi ce téléphone parce que finalement, le téléphone, c'est un objet qu'on a tous. On a tout ça dans notre poche, dans notre sac. C'est un objet du quotidien. C'est un objet qui nous lie aussi à nos proches, qui nous lie à notre famille, à nos amis. On échange des photos. Souvent, on a des photos d'enfants, de nos enfants, des personnes qui nous sont chères sur cet objet-là. C'est un téléphone Nokia aussi. Il se trouve que je suis finlandaise. Nokia, c'est aussi un lien à mon pays de naissance, dans lequel je n'ai pas beaucoup vécu. Je suis une migrante, moi aussi, à ma façon. Oui, parce que vous avez vécu au Sénégal. J'ai vécu au Sénégal, effectivement. Donc, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai grandi en Afrique. Donc, revenir au Sénégal pour cette enquête, c'était aussi revenir chez moi. Sauf qu'à une grande différence près, c'est que moi, j'ai un passeport finlandais qui me permet de voyager. Moi, je n'ai jamais besoin de prendre le risque de traverser une frontière illégalement. C'est ça que vous voulez mettre aussi en avant, c'est cette finalement injustice qu'ont cette chance. Les Européens, il est beaucoup plus facile pour eux de voyager, alors que tous ces migrants, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais je vais l'utiliser, tous ces migrants n'ont pas cette chance et ils sont obligés de passer par ces moyens et de risquer leur vie. Alors moi, je ne parlerai pas de chance, je parlerai de privilège. On a ce privilège-là, effectivement, en Europe.
quand on dispose d'un passeport européen, de pouvoir voyager de façon relativement libre un peu partout dans le monde. Il faut savoir par exemple que moi, mon passeport finlandais, tout comme le passeport français, sont classés en 3e position dans un classement, dans un index de passeports qui est fait chaque année. Donc ce passeport-là nous permet de visiter 187 pays sur les 218 dans le monde sans visa. Alors quand on a un passeport sénégalais, par exemple, on arrive à 56 pays. Et quand on a un passeport afghan, on arrive à 25 pays sur 218. Donc ça veut dire que les frontières sont de fait fermées pour une certaine partie d'entre nous et ouvertes pour d'autres. Nous, ça nous semble complètement naturel de prendre l'avion pour aller à l'étranger, pour passer des vacances, pour aller étudier, pour aller travailler. On est content quand nos enfants partent en échange à l'étranger. Voilà. Sauf que ça, c'est un privilège. Nous, ça nous semble une évidence, mais c'est un privilège. Alors vous dites que les Européens portent en partie la responsabilité de ces morts, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique européenne, telle qu'elle est faite, consiste à repousser les frontières de l'Union européenne et de l'Europe de plus en plus loin. C'est-à-dire que la frontière de l'Europe aujourd'hui, elle ne se situe plus sur la Méditerranée. Elle se situe en Turquie, en Libye, elle se situe même au Niger, où l'Union européenne verse de l'argent, donc sous forme d'aide au développement, mais cette aide au développement, dans le cadre du Fonds fiduciaire africain, est consacrée en partie, voire en grande partie, à des systèmes de contrôle des frontières. Donc, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que les personnes n'aient même pas la possibilité de tenter la traversée. Donc, on diminue les arrivées en Europe, les politiques sont contents, l'opinion publique est satisfaite aussi dans le contexte actuel, sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que la frontière est repoussée de plus en plus loin, ce qui veut dire aussi que la violence que suppose la fermeture d'une frontière est sous-traitée à des États tiers. Et notamment les milices libyennes, vous en parlez dans votre livre, alors qui ont les commandes sur ce qui se passe au niveau des côtes libyennes, mais aussi ces milices libyennes qui au Niger en fait ont repris le commerce des migrants en fait, de ce passage des migrants qui à la base se faisait à Agadez et était légal. Il faut savoir que circuler à l'intérieur de la CEDEAO, donc qui est la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, est tout à fait légal. Hein. C'est-à-dire on est dans un espace comme l'Union européenne, c'est-à-dire à partir du moment où on dispose d'un document d'identité, on a le droit de circuler tout à fait librement du Sénégal au Niger, en passant par le Burkina Faso et le Mali. Ce qui s'est passé avant la chute de Kadhafi en Libye, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, qui allaient vers la Libye, mais pour y travailler, qui n'essayaient pas du tout de passer la frontière pour aller jusqu'en Europe. La chute de Kadhafi a changé complètement la donne dans cette région-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contrôle aux frontières de la même façon. Il n'y a plus de travail non plus à l'intérieur de la Libye. Un certain nombre de personnes qui étaient en Libye, qui ont fui la Libye à ce moment-là, qui sont parties plutôt du côté de la Tunisie, ça on a tendance à l'oublier. Et petit à petit, la frontière vers l'Europe s'est ouverte puisqu'il n'y avait plus de contrôle aux frontières. Et à ce moment-là aussi, il y a un business qui s'est développé. Enfin, on parle d'un business comme un autre. Il y avait une demande pour le passage vers l'Europe et il y avait aussi une offre de jeunes Libyens qui arrivaient avec des pick-up à Agadez, Agadez étant une ville au nord du Niger, et qui embarquaient les personnes. Les prix ont augmenté et les passages ont augmenté également à ce moment-là. Et puis une loi est entrée en vigueur aussi au Niger qui a fait éclater finalement toute cette économie qui tournait autour de ce passage des migrants obligés par Agadez. Ouais, il s'agit d'une loi qui a été votée en 2015. Donc on parle de la même période où, en Europe, on parlait de ce qu'on appelle la crise des migrants, que moi je préfère appeler la crise de l'accueil. Cette loi a été mise en application en 2016, donc elle n'a pas été appliquée tout de suite. Et cette loi interdit le trafic illicite des migrants, voilà, je cite la loi, au nord d'Agadez. Voilà, à partir d'un axe qui est d'Irkou, Agadez. Et au nord de cet axe-là, à partir du moment où on transporte des personnes qui se dirigent vers la Libye, on considère qu'on est dans une activité illégale, effectivement. Ce que ça a fait sur place, c'est que ce business-là du passage est passé aux mains de réseaux criminels qui, de toute façon, sont présents dans cette région et qui, de toute façon, trafiquent aussi beaucoup d'autres choses, que ce soit des armes ou des drogues, et donc des personnes également. Alors, vous en parlez dans votre livre, la montée des extrémistes en Europe. Vous en parlez un petit peu. Ils se servent de la crise migratoire pour notamment diaboliser les migrants. On en parlait aussi à l'instant. Le sujet est à nouveau mis en avant à l'approche des élections européennes. Est-ce qu'on peut penser que peut-être les pays européens seraient enfin un jour en mesure de se mettre d'accord et d'assumer pleinement leurs obligations d'accueil et de protection des migrants? Vous parliez de cette crise de l'accueil. Je pense qu'en Europe, on a des histoires très très différentes par rapport à la migration de façon générale.
selon les pays. Évidemment, pour l'Italie, ce n'est pas la même chose que pour la France, ce n'est pas la même chose que pour la Finlande. Vous comprenez bien qu'en Finlande, la Méditerranée paraît très, 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 très loin. En Italie, c'est une réalité qui est là. Il y a des gens qui arrivent, qui sont toujours arrivés. Quand on va dans les îles grecques, c'est pareil. Il y a toujours eu des gens qui ont traversé la Méditerranée depuis la Turquie. Donc les réalités sont extrêmement différentes. Les histoires liées aux migrations sont aussi très différentes. Les Italiens sont beaucoup partis, les Espagnols sont beaucoup partis, les Finlandais sont partis aussi, on l'oublie de temps en temps, sont partis vers la Suède et ainsi de suite. La France a accueilli et aller chercher des populations en Afrique de l'Ouest au moment où son industrie en avait besoin. Donc on fait comme si toute cette histoire n'existait pas et comme si on pouvait se mettre d'accord sur des règles mathématiques. Or, la migration, ce n'est pas une affaire de mathématiques. Ce sont des décisions toujours individuelles. Ce sont des individus qui décident de quitter leur pays pour des raisons qui leur sont propres, qui peuvent être extrêmement variées selon l'histoire de chacun. Et une fois que cette décision-là est prise, elle n'est jamais prise à la légère. Une fois qu'elle est prise, on ne rebrousse pas chemin comme ça. Et on le voit dans votre livre, il y a une détermination à toute épreuve. Ils veulent y arriver coûte que coûte. Oui, et puis c'est une décision intime qui n'est pas évidente à prendre, qui n'est pas facile à prendre. C'est une décision importante. Parce qu'ils quittent leur famille. C'est une décision importante. On quitte sa famille, on quitte son travail. Ça, on l'oublie. On quitte son travail, on prend énormément de risques quand on prend cette décision-là. Les personnes qui décident d'aller vers l'Europe en traversant la Libye savent très bien qu'elles prennent des risques et qu'elles y risquent leur vie. Sauf qu'elles estiment que ce risque-là vaut le coup. C'est extrêmement difficile pour nous de le comprendre parce que nous, on ne nous demande jamais ça. On n'est jamais obligé de risquer notre vie quand on traverse une frontière. Ça nous semble aberrant. Or, c'est la réalité aujourd'hui pour un certain nombre de personnes. Alors, pour terminer, vous n'avez pas retrouvé la famille de PM 390047, mais par contre, vous avez retrouvé quand même la famille au Sénégal de certaines personnes qui sont décédées en avril 2015. Ces personnes ont beaucoup de difficultés à faire leur deuil, vous l'expliquez dans votre livre. Pourquoi ? C'est très difficile de faire son deuil quand on n'a pas la certitude du décès. Et la certitude du décès, c'est par exemple pouvoir enterrer un corps, tout simplement. Voilà, cette difficulté-là est quelque chose qu'on retrouve dans absolument tous les contextes, que ce soit un contexte de conflit, de guerre, ou ce contexte-là. La disparition reste quelque chose d'extrêmement compliqué pour nous à appréhender, à accepter. Et à partir du moment où on n'a pas de corps enterré, comment on fait pour faire son deuil ? J'ai rencontré des familles qui avaient organisé des funérailles, mais sans corps, et en disant 2 prières. Une prière au cas où la personne était décédée et une prière au cas où elle était encore vivante. Donc vous imaginez ce que ça suppose comme difficulté à aller de l'avant dans la vie. Merci beaucoup Teina Tervonen d'avoir été avec nous. Je rappelle un point important qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais qu'il existe un site web qui a été créé par la Croix-Rouge internationale, le CICR. Ce site s'appelle Trace the Face. Beaucoup de familles ne sont pas au courant, c'est pour ça qu'on préfère l'évoquer. Sachez-le, vous pouvez vous rendre sur ce site internet qui permet justement de lancer des recherches et peut-être de retrouver ces personnes qui sont disparues. Merci d'avoir été avec nous.